On avait oublié que la faim peut jeter des hommes et des femmes au devant des matraques et des fusils. L'année 2007 nous l'a rappelé. À Mexico, à Dakar, au Honduras, en Haïti, dans la plupart des pays du Sud, les émeutes se sont succédées. Il faut dire qu'en 2 ans, le blé, le maïs, le riz, le soja ont vu leur cours doubler, voire tripler. Alors que la demande en céréales augmentait, l'offre diminuait. Les cours montaient, les prix flambaient et les stocks mondiaux ne cessaient de baisser. Dans de nombreux pays, la différence, c'est je mangeais, je ne mange plus. Regardez, la galette de maïs au Mexique. Le Mexique importe le tiers de son maïs. Et eux, c'est vraiment ce qu'ils mangent. Monsieur Bush a dit, je passe au plan B. J'arrive pas finalement à avoir probablement la dernière goutte de pétrole. Je mets du maïs dans mon moteur. Au lieu d'exporter mon maïs, je le brûle dans mon moteur pour faire de l'éthanol. C'est à peu près 3% de l'essence aux États-Unis. Eh bien, effet immédiat, le prix de la galette de maïs au Mexique a augmenté de 50%. Les premières émeutes ont commencé au début de 2007 avec ce que l'on a appelé la crise de la tortilla. Cette galette de maïs qui est la nourriture mexicaine de base et dont le prix est devenu tout d'un coup insupportable pour l'homme de la rue. Mais ailleurs, dans le monde, le cours des autres matières premières agricoles s'est lui aussi emballé, entraînant d'autres flambées de colère. En juin 2008, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a convoqué dans l'urgence un sommet international sur la sécurité alimentaire. En marge des débats, une vive contestation a pointé du doigt les facteurs responsables de l'aggravation de la situation, au premier rang desquels la politique de subvention agricole des pays riches, qui ruine les agriculteurs des pays pauvres, et les programmes de production des agrocarburants. Nous sommes vraiment consternés, je dirais même écœurés, de voir que la crise alimentaire sert de prétexte pour poursuivre les politiques qui ont mené à cette crise. Il y a aussi de nouveaux mécanismes, comme les marchés des agrocarburants et des nouveaux organismes génétiquement modifiés qui aggravent le problème, en poussant les petits fermiers à s'endetter et en leur volant leurs ressources, notamment la terre et l'eau. Si on persiste dans ce modèle agro-industriel, ce sera la fin du monde, pas seulement pour les gens qui meurent déjà, mais pour tout le monde. Un Européen mange à peu près l'équivalent de 80 kg de viande par an, un Américain du Nord 120, un Indien 2 ou 3. Combien mange un de ces Somaliens qui court devant un pick-up de la police dans les rues de Mogadiscio? Ce qui se profile aujourd'hui, c'est simplement la perspective de ce qu'il faut bien appeler un crash alimentaire. Pourtant, ce n'est pas la première fois que le monde est confronté au défi de nourrir le milliard d'hommes qui souffrent encore de la faim, dont 130 millions de plus durant les seules années 2007 et 2008. Dans les années 50, les prévisions pour la fin du XXe siècle annonçaient une augmentation considérable de la population, bien supérieure à tout ce qu'on avait connu dans l'histoire de l'humanité. Et déjà à l'époque, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus beaucoup de nouvelles terres arables à exploiter. Donc on s'est dit qu'il fallait augmenter la productivité de la terre. Et on a lancé une action concertée dans les principaux pays et à l'échelle internationale afin d'augmenter le rendement céréalier par hectare. Le résultat de cette action a été que le rendement céréalier mondial par hectare a presque triplé entre 1950 et aujourd'hui. C'est une histoire remarquable. Une histoire remarquable, en effet. Celle de la révolution verte, qui à force de mécanisation, d'irrigation, de traitement des sols et de sélection des variétés, a permis de faire face à l'augmentation de la population mondiale dans les années d'après-guerre. 4 milliards d'hommes en plus et des famines en moins. Mais l'histoire ne se répète pas. Les
solutions qui ont permis de nourrir beaucoup plus de gens au XXe siècle ne marchent plus au XXIe siècle. On a fait grosso modo les choses les plus faciles, on a produit plus, mais avec plus. Beaucoup plus de terre, beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de chimie. Et justement, tous ces plus qui marchaient au XXe siècle, ils ne marchent plus au XXIe siècle. Et donc, on est au bout d'un modèle, et il y a encore 3 milliards d'habitants à accueillir de plus. Et les choses sont très simples. Dans les 8 dernières années, il y a eu 7 années déficitaires en céréales dans le monde. Donc nous avions des réserves. Grosso modo, comme on avait très peur de manquer, on tournait sur la planète à peu près 6 mois de réserve sous le coude chaque année. Maintenant, les réserves de céréales sont au plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. 45 jours de réserve seulement en 2007. Un record depuis 30 ans. Il faut savoir que dès que le niveau de réserve des stocks mondiaux de céréales passe au-dessous de 60 jours, les prix commencent à monter automatiquement, par l'effet d'une loi qui n'est pas une loi naturelle, mais qui est celle des places financières de l'agroalimentaire mondial, et notamment de la bourse de Chicago. Plusieurs facteurs ont contribué à la hausse des prix céréaliers à laquelle on assiste depuis environ un an. Premièrement, le climat. Il y a eu des problèmes de météo partout dans le monde. Par exemple, en Australie, depuis 2 ans, la production de blé a été réduite de moitié. Partout dans le monde, il y a eu des dérèglements du temps et ça a fait grimper les prix. Un autre facteur a été la hausse extrême des prix énergétiques. Surtout le pétrole brut. Et quand le pétrole brut augmente, la demande en éthanol à base de maïs et en biodiesel à base de soja augmente. Alors ça a fait grimper les prix. Un autre facteur est l'augmentation de la demande spéculative. De plus en plus de spéculateurs sont entrés dans le marché céréalier. Ils sont entrés dans tous les marchés des matières premières et ça aussi, ça a fait grimper les prix. La crainte de ne plus pouvoir acheter entraîne des réflexes protectionnistes du côté des gouvernements. Les pays normalement exportateurs retiennent leurs stocks, soit dans une logique purement spéculative, soit pour prévenir ou limiter la hausse des prix à l'intérieur de leurs frontières. C'est une manifestation entièrement nouvelle de l'insécurité alimentaire grandissante dans le monde. Je vois tout ça comme une politique émergente de la rareté alimentaire. Et ce qui m'inquiète, c'est la possibilité que les pays importateurs les plus capables, c'est-à-dire les plus riches ou les plus influents, accaparent la production mondiale céréalière disponible, jusqu'à ce que le marché libre ne permette plus aux autres pays de s'approvisionner en céréales. Les laissés pour compte de la crise, ce sont bien sûr les pays du Sud. Ceux qui non seulement reçoivent de plein fouet les hausses des produits agricoles qu'ils doivent importer, mais qui sont frappés en priorité par les conséquences du réchauffement climatique. En Afrique, 1 degré Celsius en plus, c'est 10% de récolte céréalière en moins. En Haïti, on importe pratiquement toutes les céréales. La dernière chose qu'ils produisaient, c'était des bananes. Il y a eu un cyclone qui est passé aussi en Martinique. Mais en Martinique, on y arrive quand même. Et c'est plus qu'il n'y a pas de bananes, c'est qu'il n'y a plus de bananiers. Et donc, en Haïti, ils en sont à donner à manger à leurs enfants des galettes de boue pour tromper la faim. Et dans toute l'Afrique, c'est absolument dramatique. Les pays qui n'ont pas de pétrole et pas de blé ou de maïs ne peuvent plus importer. Nous avons en train de manifester parce que nous avons faim. On a besoin de manger, de travailler. On a faim, c'est tout, on a faim. L'essentiel des pauvres, c'est clair, se situe plutôt quand même dans les pays du Sud. Pour les 2/3, on l'oublie un peu, ce sont des agriculteurs qui, faute d'être compétitifs avec les céréales importées de nos pays, ne parviennent pas à dégager une rémunération suffisante pour s'équiper, produire davantage, dégager des revenus et manger de quoi, suffisamment.
l'Afrique subsaharienne est une des grandes victimes de l'emballement du marché mondial des céréales. Et les dérèglements climatiques ont encore fragilisé son agriculture. À elle seule, cette région du monde compte près de 300 millions de personnes sous-alimentées, sur 1 milliard à l'échelle de la planète. Souvent, des budgets défaillants ont amené les gouvernements à développer des monocultures intensives destinées à l'exportation. Mais politique agricole et politique alimentaire ne coïncident pas. Et les premiers à souffrir de la faim sont les paysans eux-mêmes. Rabaji ko heewi ko wattama e ñamde kala de nayyade be yaade baaji sa watte daki kala dal ay ñamde kañen ngala ko ñam minen min ngala ko min ñam. Cette année les animaux ont beaucoup souffert elles-mêmes elles n'ont pas mangé à plus forte raison les animaux, donc les animaux ont beaucoup souffert cette année également. Sañoɓe ɓe dawi julaɓe ɓe dawi golloɓe sembe terɗe ɓe dawi kala ko dawi so goni toon ko kala ko keeɓi fu neldami e dow majju ha ko garta joni. Le gouvernement a fait don de beaucoup de tonnes de céréales à la commune. Ça a été un apport capital. Parce que, vu la crise qui a passé ici, la commune a beaucoup souffert. Et nous souhaiterons que cette année, Dieu merci, que ces mêmes essais ne viennent pas chez nous. Sinon, vraiment, l'année passée, on a beaucoup souffert. Vous savez que le paysan, il n'a autre souci que le manque de grains. S'il n'y a pas de grains, rien ne va de la famille. C'est tout comme l'éleveur, s'il n'y a pas d'herbe, rien ne va pour les animaux. Et de même, si le bozo, il pêche, il voit qu'il n'y a rien dans le lac, ça, il ne peut pas dormir. Comme on le dit, il faut attacher la ceinture. Ça, il faut attacher la ceinture. Il y a 800 millions d'Africains. En 2050, il y aura 800 millions d'Africains de plus. Ils seront 1,6 milliard. Alors comment ils vont manger ces gens-là? Il faudrait, si on veut que tous les Africains, le 1,6 milliard d'Africains mangent bien en 2050, il faudrait multiplier par 5 la production. Même s'ils sont tous végétariens, si j'ose dire bien obligés, s'ils ne mangent pas de viande, pas de lait, pas d'œufs, il faut quand même multiplier par 3 la production agricole. La course entre l'augmentation de la population et l'augmentation de la production agricole, l'une ne rattrapant jamais l'autre, n'a pas seulement l'Afrique pour théâtre. À l'autre bout du monde, la Chine, pour d'autres raisons, connaît aussi une situation explosive. C'est là son paradoxe. Son agriculture vaut 20 fois celle de la France. Elle est le plus gros producteur mondial de riz, de blé, de viande, de fruits, de légumes. Mais elle doit nourrir le quart de la planète avec seulement 7% des surfaces agricoles mondiales et moins de 10% de ses ressources en eau. L'autosuffisance alimentaire est loin d'être acquise, en raison notamment des nouveaux besoins qu'a fait naître son essor économique. D'où la formidable pression exercée sur une paysannerie à bout de souffle. L'ouvrier chinois arrive à mettre une aile de poulet dans son riz. Et l'aile de poulet dans le riz de l'ouvrier chinois, c'est un événement planétaire. Parce que pour produire 1 kilo de poulet, il faut 4 kilos de céréales. Donc à partir du moment où on ajoute aux légumes et aux céréales de la viande, du lait ou des œufs,
en fait, on augmente considérablement sa ponction sur la planète. Et sa ponction sur tout, sur la terre, sur l'eau, sur l'énergie. Regardez l'eau. Il faut à peu près 1 tonne d'eau pour produire 1 kilo de céréales, quelle que soit la céréale. Et donc, pour produire 1 kilo de poulet, il faut 4 tonnes d'eau du coup. Pour produire 1 kilo de porc, il faut 6 tonnes d'eau. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut 12 tonnes d'eau. Alors tout ça, c'est de l'eau virtuelle. Enfin, pour que les gens se rendent compte, dans leur assiette tous les jours, il y a 4 tonnes d'eau qui ont été nécessaires pour produire ce qu'on mange. Ça ne pousse pas facilement. Maintenant qu'il ne pleut plus, les cultures ne poussent pas facilement. C'est de plus en plus difficile. Maintenant, les sous-sols sont secs. Avant, seuls les sols étaient ensablés. Maintenant, même les sous-sols sont asséchés. S'il avait plu cette année, le maïs atteindrait cette hauteur. Mais il n'y a toujours pas de grains sur les épis. Ce qui se passe aujourd'hui, en particulier à cause du surpompage que pratique la Chine pour étendre l'irrigation et rester autosuffisante en céréales, c'est l'épuisement des aquifères, notamment sous la plaine de Chine du Nord. Sous la plaine de Chine du Nord, il existe 2 aquifères. L'aquifère dit peu profond, qui est un aquifère qui se renouvelle avec l'eau des pluies, et l'aquifère profond, qui est principalement un aquifère fossile, qui ne se renouvelle pas. Les Chinois ont déjà épuisé presque toute la nappe peu profonde et sont maintenant en train de pomper l'eau de la nappe profonde. Mais quand elle sera épuisée, la quantité d'eau disponible en Chine pour l'irrigation va brusquement chuter. Or, quand ça se produira, et nous y sommes presque, la Chine sera obligée de se tourner vers le reste du monde pour importer de grandes quantités de céréales. Aucun jeune ne veut vivre ici. Ils sont tous partis travailler ailleurs. Après leur mariage, ils s'en vont tous. De nos jours, c'est beaucoup mieux de travailler à l'extérieur du village que de cultiver la terre à la maison. Gagner de l'argent pour vivre, c'est bien. Et à l'extérieur, il y a beaucoup d'argent à gagner. Ceux qui restent à la maison ont de quoi manger, mais pas plus. Ils n'ont pas d'argent. Plus tard, j'espère que mes 2 filles auront une vie meilleure. Il faut trouver des solutions, trouver un travail en ville, faire du commerce en ville. C'est toujours mieux que de travailler la terre ici. La question des migrations des paysans vers les villes est une question fondamentale de la Chine d'aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, pour la direction chinoise, il est hors de doute qu'il faut qu'il y ait un transfert de main-d'œuvre de plusieurs centaines de millions de personnes des campagnes vers les villes. Le régime a choisi l'industrie, il a choisi l'économie urbaine, d'abord parce qu'elle lui paraît beaucoup plus rentable, et ensuite parce qu'il n'a jamais su s'arranger avec les campagnes. Les campagnes ont toujours été quelque chose de trop compliqué pour tous les régimes communistes au monde. Donc il y a d'abord le problème de la volonté du pouvoir. Mais il y a deuxièmement le problème des paysans qui eux-mêmes n'en peuvent plus de cette vie. La vie à la campagne est quelque chose d'une dureté effroyable. Là où c'est sec, c'est trop sec. Là où c'est humide, c'est toujours inondé. C'est terrible. Ils vivent sur quelques arpents de terre. Donc ils n'ont qu'une idée, c'est de ficher le camp. Il y a toujours des endroits très pauvres en Chine. Est-ce qu'il y a des endroits aussi pauvres qu'ici, à l'étranger? En Chine, comme en Inde ou en Afrique, c'est la pauvreté des campagnes qui fait briller les villes. 95% de la croissance urbaine dans le monde est le fait des pays en développement, où la dureté de la vie et la crise alimentaire chronique font grossir le flot des migrants vers les lumières des métropoles. Depuis la fin de la révolution culturelle qui avait inversé le mouvement,
le taux d'urbanisation de la société chinoise ne cesse de croître. De 18% il y a 30 ans, il est de 43% aujourd'hui. Et sur la même période, c'est l'équivalent de la population de l'Europe qui a pris le chemin de l'exode vers les villes. Actuellement, la Chine, c'est 800 millions de gens à la campagne, 500 millions en ville. Et ils disent, c'est pas grave. En 20 ans, on échange. On passe à 800 millions en ville, 500 millions à la campagne. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire bouger 300 millions de personnes en 20 ans. 300 millions de personnes en 20 ans, c'est 15 millions de gens chaque année à installer en ville. Mais alors les villes, on les installe où? On les installe à la campagne. Et donc, c'est autant de terre qui est en moins qu'on bétonne, qu'on goudronne, sur lequel on fait des voies ferrées, des routes, des parkings de supermarchés, etc. Ils perdent 1 million d'hectares chaque année. La croissance économique chinoise est désordonnée. Depuis que nous avons quitté l'échangeur, ce ne sont que des bâtiments. Et on peut dire que 70% de ces bâtiments sont vides. Ici, il y a 3 ans, ça n'était que des champs de blé vert. Et maintenant, c'est urbanisé. Toutes les terres arables ont été utilisées. L'urbanisation en Chine, pas seulement à Zhengzhou, chaque petite ville, jusqu'à chaque comté, jusqu'à chaque préfecture, c'est comme ça. Non, c'est pas notre logement. Notre logement est plus loin et plus pauvre. Qui habite là? Il n'y a personne encore. Avant le 1er mai, il n'y aura personne. Il y a 15 ans, on avait plein de terrains là. Mais ici, il n'y en a plus. Après, on va partir en ville, essayer de trouver un petit boulot. Il y a déjà une partie de votre famille qui est partie en ville? Oui. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les prix immobiliers ont fortement augmenté. À qui ça profite? À une minorité de promoteurs immobiliers. Et ça accentue l'écart entre pauvres et riches. Ça appauvrit encore davantage les personnes à revenus moyens ou faibles. En Chine, c'est une ville comme Paris qui sort de terre chaque mois. Comment nourrir ces nouveaux citadins? Pour la seule ville de Pékin, la grande distribution écoule une quantité de nourriture équivalente à celle qu'elle écoule dans toute l'Espagne. En moins de 10 ans, 120 hypermarchés et 250 magasins hard discount de la société Carrefour se sont installés dans les villes chinoises et 2 nouveaux hypermarchés de cette enseigne se construisent chaque mois. Plus de 2 millions de clients par jour se pressent dans ces magasins. Le marché semble inépuisable, avec une demande de plus en plus ciblée sur les laitages, les volailles et les viandes. Depuis 10 ans, le volume des ventes de la viande, son volume consommé, a doublé. Ici, les ventes des produits laitiers augmentent chaque année de 15 à 20%. Les facteurs de l'augmentation des prix me semblent être, premièrement, la globalisation actuelle. L'augmentation du prix du lait, des produits agricoles et des coûts de production sur le plan international aura un impact sur les prix de nos produits laitiers et de nos viandes. Deuxièmement, je dirais que c'est nous-mêmes. Si un jour nous manquions de ressources naturelles, ou s'il arrivait soudain un accident, surtout dans le secteur de l'élevage porcin, ça provoquerait une explosion des prix de production. C'est possible. L'accident est arrivé, en 2007, lorsque le virus du syndrome respiratoire a décimé une partie du cheptel porcin, entraînant un déficit de l'offre et une augmentation soudaine des prix d'environ 40%. L'inflation des prix de cette viande essentielle à la cuisine chinoise a toujours inquiété les autorités. Elles n'ont pas oublié qu'il y a 20 ans, une crise du porc avait déjà provoqué des troubles sociaux et conduit aux manifestations de la place Tiananmen. En 2008, à la veille des Jeux Olympiques, pour contrecarrer la hausse des prix domestiques,
et éviter le retour des émeutes, la Chine a dû importer par précaution 100 000 tonnes de cette viande. Mais le recours au marché international a ses limites et ses dangers. La crainte que les importations agricoles inondent complètement la Chine a une grande place dans la psychologie des dirigeants chinois. Pour des raisons classiques, beaucoup de gens dans le monde entier pensent que quand on ne produit pas son propre blé, son propre riz, eh bien qu'on n'est plus rien du tout, mais pour une autre raison, qui sont une raison de calcul économique. Quand elle a adhéré à l'OMC, la Chine a promis d'ouvrir ses frontières. Et à partir de ce moment-là, elle se livrait à la concurrence des agricultures australiennes, néo-zélandaises, canadiennes et américaines. Et ces agricultures sont infiniment plus rentables. Et donc, la Chine est actuellement en voie d'inondation progressive seulement, parce que de 1000 façons différentes, elle est retardée. Une des façons de retarder cette inondation de produits étrangers est bien sûr de développer toujours plus la production locale. S'agissant du porc, les dirigeants chinois accentuent la pression sur la multitude de petits exploitants qui peuplent les campagnes. Chacun se débrouille, au gré des incantations gouvernementales du moment, et cherche l'issue la plus rentable, souvent à la limite du possible. Et la limite n'est pas loin. Elle tient essentiellement à la quantité de nourriture disponible pour nourrir un cheptel de plus en plus démesuré. La production chinoise de céréales n'y suffira pas longtemps. Et le problème de l'élevage du porc deviendra vite celui de la culture du maïs. Nous allons élever nos propres cochons. Nous ne comptons pas les vendre. Nous nous apprêtons à faire de l'élevage. C'est la première fois. À part le porc, vous n'élevez rien d'autre? Des moutons, des vaches? L'élevage du cochon, ça rapporte vite. Les ventres des truies sont de vraies petites banques. On compte élever 2 truies. Le secteur de l'élevage chinois est en pleine restructuration, en pleine métamorphose. C'est l'élevage extensif pratiqué par les familles paysannes qu'il faut progressivement développer à grande échelle. Ainsi, une fois la restructuration achevée, le secteur de l'élevage se développera très rapidement. À ce moment-là, le maïs chinois sera encore plus insuffisant. En gros, à la campagne, actuellement, les paysans n'ont pas le droit de propriété. Ils ont le droit d'usage de la terre. Et donc, c'est ce qui explique que l'agriculture ne puisse pas avoir une très grande rentabilité, puisque les paysans n'ont pas intérêt à investir. Alors, il y a une volonté du pouvoir et une volonté d'une couche sociale de profiter de cette situation. Et cela consiste à profiter du départ des paysans pour faire le vide, en quelque sorte, et remplacer cette nuée de petits agriculteurs, on va dire, fort peu compétents, par une agriculture à la fois capitaliste et contrôlée par le pouvoir. Le petit paysan chinois ne sait pas, ou pas encore, qu'il est une espèce en voie de disparition. Ce qu'il sait, par contre, c'est qu'il ne vit plus à l'abri d'un pays refermé sur lui-même. Comme partout dans le monde, il subit l'augmentation du prix des engrais issus de la pétrochimie et celle des semences, quand celles-ci ne sont pas tout simplement frelatées. Le prix des graines de maïs a augmenté, le prix des engrais a augmenté, tout va augmenter. De toute façon, si les variétés sont bonnes, alors ça ira. Mais si les variétés plantées sont mauvaises, on ne sait pas si les graines de maïs sont falsifiées, si les engrais sont en toc. Tout est possible. On ne fait pas la différence et on ne comprend pas bien. Certains se font avoir. Pour nous, les dommages sont énormes. Nous, les paysans, on n'a que ce petit bout de terre. Si on veut augmenter davantage les rendements du maïs, on ne peut pas compter uniquement sur la recherche, les nouvelles variétés ou les nouvelles techniques de plantation. Il faut aussi développer la mécanisation pour ça. Maintenant, 10 semences de maïs coûtent 8 centimes d'euros. Ça revient cher à planter.
Les économistes prévoient qu'en 2020, les besoins de la Chine en maïs atteindront 220 millions de tonnes. Si nous réussissons à faire revenir la croissance de la production de maïs à 120 kg par an et par hectare, alors en 2020, nous devrons importer 45 millions de tonnes de maïs par an. Ce volume d'importation reste important. Que faire? Il faut continuer à augmenter la surface occupée par le maïs. C'est pourquoi beaucoup de paysans ne plantent plus de soja et plantent du maïs. L'énormité du chiffrage des besoins de la Chine en ce qui concerne le seul maïs lui laisse peu de marge de manœuvre. À l'intérieur, elle peut essayer d'agrandir les surfaces cultivées et pousser les paysans à produire du maïs plutôt que du soja, culture pourtant traditionnelle et surtout de consommation courante. À l'extérieur, elle peut acheter sur les marchés excédentaires, principalement le marché américain. Elle peut aussi essayer de produire ailleurs que sur son territoire. La Chine étant maintenant un pays où il y a de l'argent, ne va plus se contenter de produire chez elle, mais elle va chercher à produire ailleurs. En même temps, le fait qu'elle aille chercher à produire ailleurs ne va pas totalement contre le fait qu'elle produise chez elle, parce qu'elle sait bien qu'ailleurs, ça sera toujours plus compliqué. Toutes les expériences des Chinois à l'étranger depuis quelques années, en Afrique comme ailleurs, montrent qu'elle ne réussit que de façon très aléatoire. Quelles que soient les difficultés, techniques et politiques, la Chine n'a pas véritablement d'autre choix. Sur son territoire national, elle a atteint les limites de son potentiel agricole. Épuisement des réserves d'eau, érosion des sols, diminution des surfaces cultivables du fait de l'urbanisation. L'approvisionnement sur les marchés extérieurs n'est pas sans risque. Reste donc une dernière réponse à la rareté alimentaire, déterritorialiser l'agriculture. On a vu une autre manifestation intéressante dans les politiques de la rareté alimentaire, à savoir des pays qui essaient de louer ou d'acheter des terres à l'étranger pour y produire de la nourriture. La Corée du Sud a approché les Russes pour leur louer des terres en Sibérie orientale pour y faire pousser du blé. La Chine est en négociation avec un bon nombre de pays pour leur louer ou leur acheter des terres, afin d'y faire pousser des céréales ou d'autres produits à réexpédier en Chine. Elle est en pourparlers avec la Birmanie, le Laos, Cuba, le Brésil, la Russie et l'Argentine. À des milliers de kilomètres de la Chine, les mots des paysans chinois sont en train de devenir ceux des paysans argentins, devenus à marche forcée les premiers producteurs mondiaux de soja. Sur les 60 milliards d'investissements directs de la Chine dans l'agriculture mondiale, plus de la moitié est investie en Argentine. Pourquoi l'Argentine? Parce que l'Argentine est devenue en quelques années un des principaux producteurs mondiaux de soja. Ce soja que les paysans chinois ont été poussés à délaisser pour répondre à la demande alimentaire de viande des nouvelles classes moyennes. Des émeutes, il y en a eu aussi en Argentine en 2008. Non pas des émeutes de la faim comme en Afrique ou en Haïti pour cause de disette, mais des émeutes liées aux bouleversements sociaux introduits par la flambée de la production du soja et la destruction des structures de l'agriculture traditionnelle. Des émeutes de surproduction, en somme. Il faut dire que c'est le soja qui a aidé l'Argentine à sortir de la terrible crise de 2001. Il représente aujourd'hui 25% des ventes du pays. Et sa taxation fiscale à l'exportation fournit à elle seule l'excédent qui permet au pays de régler sa dette extérieure.
C'est contre l'augmentation de cette taxation que les producteurs se sont mobilisés et ont bloqué tout l'appareil de distribution du pays. Avec tout ce que nous avons traversé ces dernières années, l'augmentation de la demande de soja liée à une plus grande demande en biocarburants, tout ça nous a menés, nous, producteurs, à nous tourner vers les oléagineux, principalement le soja. Alors quand le gouvernement nous impose une nouvelle taxe qui réduit drastiquement notre rentabilité, on n'a pas d'autre choix que de ne pas produire. Et nous devons laisser les terres que nous avons actuellement aux grands groupes financiers et aux grosses coopératives agricoles. Eux, en achetant des gros volumes d'engrais, ils peuvent encore faire un petit bénéfice. Ce qui se passe, c'est que les petits et les moyens producteurs sortent du circuit agricole. Et le gouvernement fait ça dans un but fiscaliste, c'est-à-dire trouver des ressources pour assurer une soi-disant redistribution. Redistribution qu'en définitive, on ne voit pas arriver jusqu'au reste de la population. Aujourd'hui, avec les ressources qu'apporte le secteur agricole en Argentine, personne ne devrait avoir faim. On vise une meilleure progression et une plus grande concentration des entreprises, notamment dans le secteur agricole, c'est-à-dire des entreprises plus grandes, plus compétitives, plus efficaces. Et malheureusement, pour celles qui sont en déclin ici, c'est un problème social. Il va y avoir une migration des campagnes vers les villes à cause d'une politique agricole nationale qui pousse les petits producteurs à quitter les campagnes. C'est peu dire que les petits producteurs sont poussés à quitter les campagnes. En quelques années, ce sont 200 000 familles qui ont été expulsées. Et on évalue à 25% la proportion de paysans qui ont migré vers les villes. L'Argentine a atteint une production de 100 millions de tonnes de céréales, avec une prédominance très forte en soja et maïs. Quand on se souvient qu'il y a moins de 10 ans, cette production ne représentait que la moitié, cela montre tout le potentiel argentin. Un potentiel qui ne profite pas à tout le monde, dans cette Amérique du Sud, devenu le grenier du monde pour nourrir le bétail pléthorique des pays riches et émergents. En Argentine, au Brésil, des gens pauvres qui ont faim, pour les mêmes raisons que ceux qui fréquentent les restaurants du cœur chez nous, pour les mêmes raisons que les Chinois qui aboutissent en masse en ville et ne trouvent pas toujours des emplois en ville, pour les mêmes raisons que le paysan africain, c'est leur pauvreté. Et je peux vous assurer que pour les pauvres au Brésil, en Argentine, et il y en a qui ont faim, produire de quoi leur donner à manger, plutôt que d'aller nourrir nos cochons, nos volailles, et même nos ruminants, ça devient aussi plus raisonnable. C'est pourtant sans état d'âme que l'Argentine a pris le tournant d'une agriculture productiviste et financiarisée à l'extrême. Avec 80% de sa production exportée, la bourse de Rosario peut afficher un bilan triomphaliste. Cette année, les exportations argentines pour toutes les graines, leurs dérivés et les huiles vont atteindre environ 30 milliards de dollars. Et c'est une production qui, concrètement, fait que le secteur est le meilleur générateur de devises de la République argentine. Nous exportons autour de 75 millions de tonnes. Les lieux d'exportation sont variés. Nous exportons des pousses de soja en Chine, de la farine de soja dans la communauté européenne, de l'huile en Chine, en Inde, du blé au Brésil et dans de nombreux pays latino-américains. Du maïs en Espagne, au Japon, à Taïwan, etc. L'Europe fut la première à réclamer du soja argentin dans les années 90 pour remplacer les farines animales interdites suite à la crise de la vache folle. Depuis, les acheteurs se sont multipliés et au terminal 6, les chargements ne cessent jamais. Direction Rotterdam ou la Chine. La Chine, surtout.
Car s'agissant du soja, c'est elle qui absorbe la moitié des exportations argentines, au point d'avoir investi sur place dans des usines de traitement et de transformation. En tenant compte de l'évolution de la production argentine, on peut espérer que d'ici 10 ou 15 ans, nous produirons entre 120 et 130 millions de tonnes. Notre produit phare est le soja, dont la dernière récolte a produit presque 48 millions de tonnes. Et cela va aller en augmentant, étant donné qu'il y a encore des terres où on peut cultiver cette plante. Vu depuis la corbeille de la bourse, l'extension indéfinie des plantations de soja est sûrement la meilleure des choses qui puissent arriver à l'Argentine. Ni l'écologie ni le développement durable n'ont ici droit de citer, pas plus qu'en face, où l'appétit du géant chinois légitime toutes les dérives et incite à ne pas regarder plus loin que les chiffres mirobolants du commerce extérieur. Donc la quantité de soja que nous importons doit dépasser les 2/3 de la quantité consommée. Ce qui signifie que notre degré de dépendance vis-à-vis du marché international atteint 65 à 70%. Il y a 10 ans, notre pays était encore un exportateur net de soja. Mais aujourd'hui, il dépend entièrement de l'importation. Parce que tout d'abord, le soja est un produit de qualité de consommation courante. Une fois transformé, la pulpe de soja est hautement protéinée et donc est une matière première majeure pour les fourrages. Pour ce qui est de la communauté européenne, nous lui avons également fourni récemment de l'huile de soja, puisque une grande partie de l'huile de colza de la communauté est utilisée pour la production de biodiesel. Et d'ailleurs, la République d'Argentine s'est elle aussi lancée dans la production de biodiesel. Dès son démarrage, cette nouvelle filière de production a fait peser de graves menaces à la fois sur l'environnement et sur les équilibres sociaux du pays. Les 4 millions de tonnes de biodiesel prévues dans les 3 ans à venir nécessiteront le défrichage de 9 millions d'hectares, soit 60% des surfaces déjà cultivées en soja, elles-mêmes évaluées à plus de la moitié des surfaces agricoles actuelles du pays. C'est aux États-Unis que tout a commencé, avec la production d'éthanol à partir de maïs transgénique. La création récente de filières de production de carburant, à partir de produits autrefois destinés à la seule alimentation humaine ou animale, principalement maïs et soja, est en train de modifier profondément la géopolitique de l'agriculture mondiale. D'ores et déjà, le tiers de la récolte américaine de maïs sert à la fabrication d'éthanol. De 1950 à 1995, l'augmentation moyenne de la demande mondiale en céréales était, sur cette période de presque 50 ans, de 20 millions de tonnes par an. En 2007 et 2008, cette demande a augmenté de 40 millions de tonnes par an. La différence entre 20 millions et 40 millions de tonnes par an sert à fabriquer de l'éthanol pour les États-Unis. L'enchérissement du pétrole et le rétrécissement prévisible de sa production sont les vraies raisons de l'engouement pour les agrocarburants. Pour les États-Unis, leader dans ce domaine, l'éthanol est un facteur d'indépendance énergétique. Et tant pis si sa production se fait aux dépens de la satisfaction des besoins alimentaires. C'est ce qu'analysent les chercheurs du FAPRI, un institut de recherche sur les politiques alimentaires de l'Université de l'Iowa.
Bien sûr, quand on augmente l'utilisation de l'éthanol, cela se fait au détriment des autres utilisations. Le fourrage, qui représente au total 57% de l'utilisation intérieure, est encore un élément important. Mais comme il y a aujourd'hui de plus en plus de maïs utilisé pour la production de l'éthanol, nous constatons une diminution toujours plus marquée des réserves de fourrage. Et cela vaut aussi pour les exportations. Les Américains ne ressentent pas trop les effets négatifs des agrocarburants. Et comme nous avons de l'éthanol, le prix de l'essence a un peu baissé. Donc pour les Américains, ce n'est pas un problème. Mais nous fixons les prix mondiaux du maïs. Les prix en Argentine ou au Mexique, en Égypte ou au Soudan sont directement liés aux prix américains. Et nos prix ont plus que doublé, donc leurs prix ont aussi plus que doublé. Dans les pays pauvres où les gens consomment du blé ou du riz, ou du blé ou du maïs directement, les gens sont face à une crise à cause de cette hausse des prix. Ce qu'on constate actuellement, c'est que la croissance de la demande en éthanol conduit à une augmentation des surfaces cultivées en maïs. Et quand on augmente la surface attribuée au maïs, ça veut dire qu'on réduit celle réservée au soja et au blé. Et on voit alors une augmentation non seulement du prix du maïs, mais aussi du prix de cultures concurrentielles comme le soja et le blé. Dans le contexte de raréfaction de la ressource pétrolière et de mobilisation anti-pollution, les agrocarburants ont d'emblée été accueillis comme une solution miracle. Les politiques de subvention des grands pays producteurs se sont renforcées et le déséquilibre avec les pays pauvres s'est aggravé. Il n'y a aucun doute que l'aide gouvernementale importante qui est apportée aux producteurs d'agrocarburants en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu'aux utilisateurs d'agrocarburants, a beaucoup contribué à l'augmentation de la demande internationale en matières premières agricoles et a fait augmenter la pression sur les prix. En Iowa, la Lincoln Way Energy est la numéro 100 des 150 usines d'éthanol déjà construites aux États-Unis en moins de 4 ans. Un investissement des plus rentables qui explique la prolifération de ces puits de pétrole d'un nouveau style. Nous ne recevons pas de subventions directes du gouvernement fédéral. Nous bénéficions du fait que nos clients qui mélangent notre éthanol avec de l'essence ont pour chaque gallon 50 cents de détaxe. Donc nos clients bénéficient d'une détaxe qui rend nos produits plus abordables et nous en bénéficions indirectement. Nous avons reçu de l'argent de l'État pour former nos employés au début, mais ce sont les seules subventions directes que nous ayons touchées. On estime que le montant total de l'aide qui est apporté au secteur des agrocarburants aux États-Unis, au Canada et dans l'Union européenne est de l'ordre de 11 milliards de dollars US. Il s'agit d'un montant très conséquent. Et ça déplace les produits alimentaires du marché de la nourriture vers le secteur des agrocarburants. Donc les produits alimentaires ne sont plus destinés aux gens pauvres, mais aux voitures des riches. Et ça, c'est un réel problème. L'éthanol n'est pas seulement un facteur aggravant de la crise alimentaire mondiale. En termes écologiques, il est loin de présenter un bilan aussi favorable qu'on a pu le dire. S'il permet de réduire les rejets de CO2, il dégage d'autres polluants comme le dioxyde d'azote. Quant à la fabrication même de l'éthanol, comme ici à partir du maïs, elle a aussi un coût écologique et environnemental à cause des quantités d'eau et de chaleur nécessaires au traitement de décomposition du maïs. C'est une absurdité par tous les bouts. Le rendement énergétique de l'éthanol, il est mauvais. Celui du blé aussi.
Enfin, l'éthanol maïs est mauvais, celui de l'éthanol blé aussi, celui de la betterave un petit peu meilleur. Mais de toute façon, c'est pas terrible. C'est pas avec ça qu'on va continuer de faire rouler des bagnoles qui vaut 5 litres au 100. C'est le concept états-unien. On prend le maïs, on le broie, on le traite avec des enzymes, de l'eau et de la chaleur afin de le décomposer pour obtenir l'amidon du maïs en solution. Donc à peu près un tiers du maïs finit en éthanol, un tiers en dioxyde de carbone et un tiers finit en céréales séchées par distillation qui est généralement utilisé comme fourrage. Cette usine a été conçue pour pouvoir doubler de taille selon le même modèle. Il reste des terrains à exploiter autour de l'usine. Donc nous pouvons doubler la taille de l'usine et passer de 200 à 400 millions de litres d'éthanol par an. La proportion de maïs absorbée actuellement par la filière américaine de l'éthanol, c'est autant de maïs soustrait chaque année au volume que les États-Unis mettaient auparavant sur le marché. L'objectif est d'en transformer à peu près les 2 tiers en 2012. Donc c'est quelque chose de complètement fou. Les États-Unis sont structurellement exportateurs de maïs depuis plus de 100 ans, enfin de denrées agricoles depuis plus de 100 ans, depuis la fin du 19e siècle, schématiquement, et risquent avec cette politique de devenir importateur net, ce qui va, là, est un élément de perturbation structurelle des marchés, où là, les opérateurs financiers et tout ça seront qu'un élément marginal, probablement, si cette politique continue dans ce sens-là. Et tout laisse à penser que cette politique va continuer. D'autant qu'elle s'appuie maintenant sur les avancées de la recherche scientifique et les OGM. Notre agriculture est quasiment devenue une science. Nous utilisons juste la quantité d'engrais nécessaire. Nos sociétés de semences sont très efficaces et utilisent les techniques génétiques de pointe. Ce serait difficile pour les États-Unis d'augmenter leur rendement. Agrocarburants et OGM ont partie liée. Parce que les manipulations transgéniques sont un élément décisif de l'industrialisation de la filière. Et que cette industrialisation implique à son tour une restructuration complète de l'agriculture, dont l'Argentine, on l'a vu, est un bon exemple. D'abord, par la recherche permanente de nouvelles surfaces à cultiver. L'objectif étant de reconvertir des terres ou de défricher la forêt pour y planter ce soja transgénique, botte secrète du miracle argentin. L'Argentine est aujourd'hui le 2e pays utilisateur d'OGM au monde. Pourquoi et comment l'est-elle devenue? Cette success story édifiante a commencé en 1996, lorsque la transnationale américaine Monsanto a introduit le soja Roundup Ready dans ce pays. Soja dont un gène modifié lui permet de résister à un puissant herbicide développé également par Monsanto, le Roundup. L'un ne marche pas sans l'autre. Pas de labourage, mais des semis directs de la semence Monsanto avec épandage de l'herbicide glyphosate de la même marque. En 10 ans, les surfaces de soja ont triplé et recouvrent plus de la moitié des terres cultivables. Résultat, le pays qui produit 6 fois plus de céréales qu'il n'en faudrait pour nourrir sa population exporte du soja, mais connaît encore la malnutrition. La logique commerciale qui est derrière l'extraordinaire succès du soja transgénique Monsanto ne concerne évidemment pas la seule Argentine. En réalité, le sujet fait débat partout, et spécialement en Europe, où la résistance à l'hégémonie de la transnationale américaine s'est incarnée à travers des figures de la Confédération paysanne française, comme Philippe Collin, son secrétaire général, adepte aussi de l'agriculture bio. Les OGM n'ont d'autre finalité que de concentrer toujours plus le monde agricole dans des filières industrielles avec un fournisseur de semences et puis qui rajoute tous les paquets, engrais, produits de traitement et tout ça. Un paysan au milieu qui va mettre ça en culture et puis de l'autre bout, une chaîne qui achète, enfin les multinationales
qui opèrent sur les marchés internationaux. Et les OGM sont un des éléments qui permet une industrialisation de cette chaîne. Et puis c'est tout, pas plus, quoi. L'Argentine est un cas différent, puisque là, il y a eu une volonté délibérée de Monsanto d'en faire un champ d'expérimentation. Et donc, ils ont laissé se développer le soja OGM, qui lui pousse très bien tout seul, de génération en génération, à différence du maïs OGM. Donc, sans avoir de politique très répressive pour faire valoir leur droit de brevet. Pour quelle raison? Si ce n'est, enfin, à mon sens, pour des raisons stratégiques, en disant, regardez, l'Argentine vit sans... est obligée de payer de royalties à Monsanto. Les producteurs de soja, visiblement, ne sont pas inquiétés, comme tous les autres producteurs de soja OGM de la planète le sont, par Monsanto, qui envoie ses flics dans les cours de ferme, qui fait signer des contrats léonins à chaque fois qu'un producteur achète des semences OGM. Donc l'Argentine est vraiment un truc à part. Hein. Les cultures du soja transgénique ont accéléré la concentration des terres entre les mains des investisseurs. Et les terres sont gérées au travers de sociétés anonymes liées au financement international et à des fonds spéculatifs. « 2% seulement des agriculteurs argentins contrôlent la moitié de la production du soja. Le terme d'agriculteur n'étant d'ailleurs peut-être pas le plus approprié, car il s'agit le plus souvent moins de paysans que de managers, à l'image de ce gestionnaire qui contrôle des lots de parcelles s'étendant au total sur 8000 hectares. Les rendements sont bons et Martín Tezzano Pinto est un ardent défenseur du nouveau credo argentin. Je crois que cette demande mondiale d'aliments, plus l'amélioration technologique dont a bénéficié l'Argentine, avec la technologie des semences directes, la technologie des semences génétiquement modifiées et divers traitements, tout ça a fait que nous nous trouvons devant une opportunité presque unique de nous transformer en un pays nettement exportateur d'aliments pour le monde entier. La perspective d'une Argentine nourricière du monde fait partie de l'imaginaire national. Cela a une base historique, quand le pays des gauchos, à l'âge d'or de l'élevage bovin, fournissait de la viande à toute la planète. Aujourd'hui, l'élevage n'a plus la priorité. La redistribution des terres induite par la politique du tout céréales et du tout soja cantonne de plus en plus cette activité traditionnelle à certaines provinces moins favorables aux nouvelles cultures. Au nord, près de la frontière du Paraguay, Madame Beau dirige depuis 30 ans son estancia de 65 000 hectares dédiée à un élevage de 25 000 têtes de bétail. Une seule visite guidée au milieu de ces herbages quasi sauvages ne suffit pas à en découvrir toute l'étendue. Dans le contexte actuel, un tel espace est un luxe, car ces estancias traditionnelles sont convoitées par les céréaliers. Madame Beau sait tout sur la façon de mener ce type d'exploitation. Poste d'observation privilégié pour analyser le grand changement de l'Argentine nouvelle. Vous avez de plus en plus d'estancieros, c'est-à-dire de propriétaires d'estancia, qui ne souhaitent plus faire de la viande, de l'élevage, parce que les prix n'ont pas bougé de la même façon, et se consacrent de plus en plus aux céréales. Donc, l'Argentine sait s'adapter
Elle va certainement, tant que les prix des céréales, et je crois que c'est une tendance à long terme, vont être importants, va faire en sorte que toute la province de Buenos Aires, en particulier, et les provinces de riches terres, comme à Cordoba aussi, fassent du soja, du blé, du maïs, et puis va mettre l'élevage dans les provinces du nord, est et ouest. Le soja transgénique continue sa progression. En plus du déplacement du bétail, la forêt est détruite. Chaque année, ce sont 277 000 hectares de forêt qui partent en fumée, soit 760 par jour, 32 par heure. Ces Indiens de la province de Salta voient disparaître ce qui était leur cadre de vie et sont rattrapés par le mouvement de paupérisation qui a déjà gagné ailleurs la classe des petits paysans dont la nouvelle agriculture n'a plus besoin. Alors, la question de savoir si les OGM sont la solution pour nourrir la planète et donc les populations pauvres, disons, du monde, ma réponse est quand même très clairement, je vais vous dire, ma réponse est très clairement non. Mais je dois m'expliquer. D'abord, pour ce qui est des OGM existants, qui sont livrés sur le marché et qui sont produites pour la plupart par des multinationales, je crois qu'il nous faut être honnête, quand les multinationales ont investi beaucoup d'argent pour mettre au point ces nouvelles semences et les breveter, puisque la semence est coûteuse, ce n'était pas destiné aux marchés les moins solvables du tiers-monde. Solvable, la Chine l'est devenue. En dehors des OGM connus et brevetés, bien des pistes existent en matière de génétique, appliquées à l'amélioration des rendements et surtout à la résistance à la sécheresse. La Chine fait partie des grands pays qui, hors de l'orbite américaine, ont développé leur propre programme de recherche. D'ores et déjà, il y a plus de scientifiques chinois travaillant sur les plantes transgéniques que dans l'ensemble des autres pays, excepté les États-Unis. Nos scientifiques, nos politiques savent déjà qu'en 2020, nous aurons peut-être beaucoup d'argent, mais que nous ne pourrons pas acheter de céréales. C'est pourquoi il faut que nous les produisions nous-mêmes. Comme en Europe, le sujet des OGM soulève des controverses. Les experts ont des points de vue différents. Il y a toutes sortes de points de vue, mais je pense que la demande en céréales ne peut déjà plus attendre. Nous devons étudier les expériences modernes, les sciences et techniques modernes de l'étranger, y compris toutes sortes de collaborations avec les scientifiques américains, avec les entreprises américaines. Par exemple, nous pouvons acheter certaines technologies, nous ne voulons pas tout faire nous-mêmes. Grâce à ces collaborations, nous développerons le secteur des biotechnologies chinoises. J'insiste, le secteur des biotechnologies. Dans ce secteur, nous prendrons forcément un chemin différent de celui des Américains. Dans ce laboratoire, nous développons également la recherche en technologie moléculaire afin de lutter contre les intempéries et utiliser plus efficacement l'azote. Un des principaux contenus de cette recherche est d'explorer le gène de la résistance à la sécheresse et de découvrir le gène de l'utilisation efficace de l'azote au sein des cellules germinales. Le problème de l'humanité, par exemple, c'est trouvez-nous des plantes qui poussent avec beaucoup moins d'eau, parce qu'on n'a plus d'eau. Alors, cette fonction-là, elle existe. Il y a des plantes qui poussent dans le désert ou dans les régions arides. Elles ont une fonction spéciale que j'appelle la fonction « il fait trop chaud pour travailler ». Dès qu'il fait trop chaud, leurs spores se ferment et du coup, elles ne transpirent plus. Et donc, elles consomment beaucoup moins d'eau. Et puis, il y a une petite brise du soir, elle dit ça, c'est bon, je recommence. Bon, ça, on va dire, c'est le gène 29 565.
Celui qui arrive à prendre ce gène et à le mettre dans une culture, allez, par exemple le sorgho ou le mil en Afrique, ben alors là c'est le prix Nobel assuré, c'est le jackpot. On reverdit le Sahel. C'est quand même une autre aide aux pays du tiers-monde que celle qu'on fait actuellement. Mais évidemment, c'est pas rentable, ces gens-là n'ont pas d'argent pour nous les acheter. Alors on nous met maintenant en avant l'idée que peut-être un jour il y aura des OGM dites de deuxième génération qui seraient tolérants à la salinité, résistants à des stress hydriques, etc. La tolérance à la salinité et la résistance au stress hydrique sont portées par un très grand nombre de gènes. C'est des manips quand même extrêmement compliquées. Quand vous faites ça 15 ou 20 fois, de toute façon, entre le moment où vous avez breveté ça, parce que vous avez modélisé ce qui était possible, et le moment où vous arrivez à le mettre au point avec les 15 gènes, il vous faut au moins une bonne vingtaine d'années. Donc les multinationales voient bien que le brevet n'aurait plus de validité 20 ans après. Donc investir des millions, pour pas forcément gagner des millions, parce qu'entre le moment où on pose le brevet et où on arrive à mettre au point, ça risque de devenir générique. Je veux dire, il y en a beaucoup d'autres. Pour ce qui est des multinationales, elles ont un peu abandonné ce terrain. Il n'y a plus que dans la recherche publique qu'on essaye de s'y mettre. En 3 ans, le budget chinois attribué à la recherche est passé de 40 millions à 400 millions d'euros. La Chine doit à tout prix, et dans les plus brefs délais, trouver des solutions pour obtenir de meilleurs rendements, tant pour le maïs que pour le soja. Son sort en dépend, et les autorités organisent des semis expérimentaux à ciel ouvert en faisant appel à toutes les bonnes volontés. Ceci est notre terrain d'expérimentation pour les cultures. On a une surface de 2,5 hectares et on y cultive plus de 6000 matériaux expérimentaux. Chaque sac correspond à un matériau. Ensuite, on continue à sélectionner puis à cultiver de nouvelles variétés. Aujourd'hui, une centaine de personnes participent à cette expérience de semis. Plus de 40 personnes travaillent déjà pour nous. Et nous avons embauché en plus 60 à 70 saisonniers, tous des paysans de la région. Un soja chinois génétiquement modifié serait le bienvenu. La question n'est plus éludée, même si la prudence reste encore de mise face aux risques sanitaires. Si nous généralisons l'utilisation de soja transgénique dans la production, quel impact cela aura-t-il sur notre soja sauvage? Nous craignons que les gènes modifiés ne se propagent et ne contaminent le soja sauvage. Mais pourquoi à l'étranger, des pays comme les États-Unis ou le Brésil plantent-ils de grandes quantités de soja transgénique? Parce que la proportion de soja qu'ils consomment comme aliment est très faible. En Chine, en revanche, une très grande partie de la consommation du soja est alimentaire, comme avec le tofu. Malgré ça, la plupart des scientifiques sont quand même pour qu'on effectue des recherches sur le soja transgénique, car c'est une technologie avancée. Pourquoi cette option OGM éclaircit-elle cette mutation sociale qui se produit? C'est très clair. Les OGM ne peuvent se... les OGM, en général, ont besoin d'espace, disons. Et cela implique des moyens. Et il est clair que cela implique une concentration des terres. Cela implique de nouvelles exploitations. Cela implique des exploitations beaucoup plus vastes, qui vont d'ailleurs non seulement répondre à l'objectif technologique, les OGM, mais répondre, si je puis dire, à un objectif idéologique, ou plus exactement à 2 objectifs idéologiques de la politique agricole des communistes chinois. Les communistes chinois ont toujours admiré 2 grandes agricultures, l'agriculture soviétique et l'agriculture américaine. Et ils ont toujours rêvé de faire des grandes exploitations, comme les sovkhozes, mais avec l'efficacité des grandes fermes américaines du Middle West. Eh bien,
OGM, sauf cause, grande ferme américaine, mécanisation, paysans très riches, on y est. Ce sont les campagnes chinoises dans 30 ou 40 ans. La préfiguration de l'agriculture chinoise du futur existe déjà. On en a un bon exemple avec la ferme ultramoderne de 5000 vaches appartenant à la société Mengniu, qui conditionne à l'occidental toute la gamme de produits à base de lait. En 5 ans, son chiffre d'affaires a quintuplé. Et cette véritable cathédrale du lait, des yaourts et des crèmes glacées est devenue une attraction touristique visitée par des milliers de nouveaux consommateurs chinois. Mais cette réussite spectaculaire est aussi l'illustration des contradictions du système actuel. Car cette même usine, avec d'autres, est au banc des accusés du récent scandale du lait en poudre frelaté et elle a dû retirer des magasins tous ses lots de produits frais. Pourquoi ? Parce que le lait qu'elle utilise, pour l'essentiel collecté dans les villages de la région, est trop pauvre en protéines et a été dopé avec de la mélamine dangereuse pour la santé humaine. Dans les années 2000, pour répondre aux besoins de la nouvelle consommation de produits laitiers, le mot d'ordre a été d'élever autant de vaches que de cochons. En Mongolie intérieure, toute la région s'est mise à l'élevage de vaches laitières, malgré l'absence de pâturage et la pauvreté de la nourriture. Combien de vaches avez-vous? 2. Disséminées dans les villages, elles sont plus de 100 000 à ruminer les résidus de maïs dans des conditions sanitaires de fortune. À qui vendre ce lait? Sinon au conglomérat laitier voisin Mengniu, qui le collecte 2 fois par jour et impose ses prix. Pour le paysan de base, éleveur malgré lui, c'est à prendre ou à laisser. C'est plus rentable d'élever des vaches depuis que le prix du lait a augmenté? Maintenant, les vaches à lait, ça ne marche plus non plus. Mais je n'ai pas le cœur à arrêter. Le rapide passage du pays à une industrie agroalimentaire calquée sur le modèle de référence mondiale, capable à la fois de répondre à ses nouveaux besoins mais aussi d'être compétitif sur le marché international, provoque un emballement symptomatique de la situation alimentaire globale. Comment faire pour retrouver partout sur la planète un nouvel équilibre? Politique agricole, politique alimentaire, c'est vrai que la question est rarement posée comme ça. On parle de politique agricole, mais politique alimentaire, le terme intervient rarement. C'est-à-dire que personne ne s'est jamais trop posé la question, quand il y a une décision de politique agricole, de savoir si ça correspondait aux besoins physiologiques, aux habitudes des populations, à quelque chose qui correspondait à l'amélioration de la santé publique, sans se poser la question de savoir si la production en elle-même, elle correspond aux besoins de la société. Les fluctuations désordonnées du marché ne coïncident pas avec les cycles naturels de l'agriculture, qui a besoin de régulation et de stabilité, qu'il s'agisse de viande, de céréales ou de lait. Le monde paysan en a déjà fait l'expérience, plus ou moins réussie. Par exemple en Europe avec les quotas laitiers. Et puis l'Union européenne aussi, qui est toujours plus royaliste que le roi, qui est dans cette logique complètement folle qui a fait dire à Madame Fischer-Boel, donc commissaire européenne à l'agriculture, que les paysans devaient apprendre à reconnaître les signaux du marché. Si aujourd'hui la vache laitière, par exemple,
se porte bien, donc ça y est, je vais monter mon écurie, je vais acheter des vaches. Donc dans 3 à 4 ans, selon le cas, la première goutte de lait va arriver. Donc si dans 6 ans ça ne marche pas, j'aurai plus qu'à couper le cou des vaches et puis transformer en producteur de porc ou de maïs ou je ne sais quoi. Enfin, il y a des cycles de production qui interdisent d'énoncer pareille absurdité. Soumettre l'activité agricole au pur mécanisme du marché semble être une erreur. Et les paysanneries du Sud en sont les premières victimes. Les faire accéder à l'indépendance alimentaire coûterait 25 milliards d'euros par an, selon la FAO. Comparé aux 1000 milliards d'euros que les États-Unis et l'Union européenne ont mis sur la table pour essayer de résoudre le krach financier, cela paraît bien peu. Et ce n'est sûrement pas trop cher payé. Si un jour on revient, il faudra bien, on le voit avec la crise financière, revenir à une régulation mondiale du marché, il faudra que ce soit selon un mandat selon lequel les pays ont droit à l'exception culturelle, c'est-à-dire manger ce qui est les produits de leur pays avec la cuisine qui est celle de leur pays, et d'assurer ainsi la sécurité et la souveraineté alimentaire en quantité suffisante sans avoir à dépendre de chez nous. La question alimentaire ne sera finalement résolue que lorsque les paysanneries du Sud cesseront d'être prises en tenaille entre la politique agricole des pays riches, poussant à toujours plus de consommation, et celle de leur propre pays, engagés pour la plupart dans la reproduction du même modèle productiviste. Quand je vois la situation alimentaire, les limites de la technologie, les pénuries d'eau qui s'annoncent, les récoltes qui baissent, je pense que la nourriture est, une fois encore, le maillon faible. Et si on n'arrive pas à se concentrer sur ça, si on n'arrive pas à accélérer la transition vers des familles plus petites, à augmenter la productivité de l'eau, à empêcher les terrains agricoles d'être affectés à des utilisations non agricoles, et à investir davantage dans l'exploitation du potentiel restant pour accroître la production alimentaire. Si on ne fait pas tout ça très vite, alors je pense que notre civilisation est en danger. L'arrêt de la dévastation des terres ne passe-t-il pas d'abord par une agriculture à haute intensité environnementale? Car il s'agit, ni plus ni moins, de préserver ce qui est le maillon clé de toute la chaîne de la production alimentaire. C'est vraiment un plan global de mobilisation mondiale auquel il faut arriver. Le problème numéro 1 du XXIe siècle, c'est pas l'électronique, c'est se nourrir. Le bon vieux problème de toute l'humanité qui fait que, par exemple, dans notre religion, depuis 2000 ans, on disait tous les jours « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Maintenant, pour les ados qui mangent des barres chocolatées, ça ne veut plus rien dire. Mais sur la planète, c'est ça. Sur la planète, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Au XXIe siècle, c'est on ne peut plus quotidien. « 3 milliards d'hommes souffrent de malnutrition. 1 milliard sont littéralement affamés, dont la moitié de paysans. L'ONU s'était engagée il y a 6 ans à réduire de moitié, avant 2015, la proportion de la population exposée à la faim, laquelle a presque doublé. Pendant ce temps, le monde nourrit un bétail pléthorique et transforme de l'alimentation en essence pour faire rouler ses voitures. La crise financière s'ajoutant aujourd'hui à la crise alimentaire et la faisant empirer, celle-ci risque de changer de nom et de devenir véritablement le crash alimentaire que tout semble annoncer.